Bon retour pour tous ceux qui étaient présents lors de la première partie de la conférence, puis bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous pour cette rétrospective de 50 ans de pratique en fiscalité. Luc et moi allons d'abord faire une courte introduction pour se rappeler les jalons principaux du programme d'enseignement de la fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Puis, on va se partager l'animation des panels qui vont suivre. On a souhaité organiser un échange dynamique qui permet la participation d'un grand nombre d'experts, des diplômés et ou des enseignants ou des gens qui ont contribué au programme de maîtrise en fiscalité, qui vont nous faire part des points marquants de la pratique des 50 dernières années selon leur champ de spécialisation. On les remercie d'avoir accepté de se prêter au jeu, qui n'était pas évident. On leur a proposé d'évoquer à l'aide d'une ligne du temps et de façon succincte des éléments qu'ils ont sélectionnés, qui ont marqué leur pratique. Ce n'est pas une mince tâche, on en convient. On va les évaluer sur le mot succinct à la fin. Exactement. D'abord, faisons un retour rapide sur une ligne du temps du programme de maîtrise en fiscalité. Donc, 50 ans de fiscalité, l'histoire commence comment pour la maîtrise? Bien, elle commence autour de 1970. Léo Provencher, professeur à la faculté d'administration, mais qui quitte l'enseignement, qui s'en va chez Raymond Chabot, Martin Paré, mais qui doit toujours avoir aimé l'enseignement, puisqu'il va voir le doyen et dit, avec tout ce qui se passe dans la loi de l'impôt, puis tout, il faudrait vraiment lancer une formation adaptée pour la fiscalité. Puis le doyen reçoit l'idée, puis il dit, ben oui, mais va me montrer ce qui se fait ailleurs, puis on le fera. Puis Léo Provencher revient, puis il dit, mais c'est parce qu'il ne se fait rien ailleurs. Bien, il dit, OK, on va le faire. C'est comme ça qu'est née l'idée de la maîtrise en fiscalité. Puis, dès le départ, la volonté était d'avoir quelque chose de multidisciplinaire. Le programme y est conçu à l'aide du département d'économique, des facultés d'administration et de droit. Ça se reflète encore aujourd'hui dans la composition du département. Puis, grâce à la collaboration des gens issus de ces divers milieux, le programme de maîtrise accueille en septembre 1973 la première cohorte à temps plein qui comprenait 13 étudiants. Puis, on peut prendre peut-être quelques instants, Lynn, pour lever notre chapeau à ces 13 étudiants-là, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont dans la salle. Donc, je vais vous laisser les retrouver. Mais il y a des gens de la première cohorte qui sont ici présents tantôt. J'en ai croisé pendant la pause. Puis là, il s'écoule quand même une certaine période. Là. Il y a peut-être de l'actualité dans ces années-là qu'on n'a pas retracée. Mais en 1993, 20 ans après l'accueil de la première cohorte, le programme se déploie à Longueuil et offre une formation à temps partiel. Plusieurs professionnels déjà à l'emploi de l'ARC et de Revenu Québec ont composé ces premières cohortes-là. Constatant le besoin des étudiants d'obtenir une formation spécialisée dans un plus court laps de temps, là, sur une période de 12 mois, le programme à Longueuil accueille sa première cohorte à temps plein à l'automne 2017. Puis 2003, moment important, la première chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques dédiée à ces éléments-là voit le jour grâce au soutien du ministère des Finances du Québec. Puis le rythme, la diversité des publications, jumelées à différentes initiatives en matière de transfert de connaissances, ont contribué humblement à ce que la chaire devienne, dans le fond, un outil ou une référence en matière d'analyse et de vulgarisation de différents enjeux beaucoup plus larges que de la fiscalité, mais qui inclut, dans le fond, les enjeux socio-économiques. Et depuis sa création, les gens me demandent qu'est-ce que vous avez fait. Bien, c'est 225 personnes qui ont contribué aux activités de la chaire en termes de publications, évidemment beaucoup d'étudiants. Puis on dépasse les 1000 publications sous diverses formes. Si on revient au programme de maîtrise en fiscalité, bien, il y a eu une grande réforme du programme à l'automne 2004. L'objectif était d'implanter une nouvelle méthode pédagogique, soit l'apprentissage par mandat. C'est encore aujourd'hui l'approche par mandat qui est au cœur du programme de la maîtrise en fiscalité. Puis, en 2012, l'Université de Sherbrooke inaugure le premier département de fiscalité dans une université canadienne. Donc, s'il y a des profs dans la salle de fiscalité dans une école de gestion, c'est toujours ramassé avec les comptables. Et nous, en 2012, on devient maître de notre destin.
En 2016, grâce à un fonds d'innovation pédagogique qui a été obtenu, on a déployé un nouveau cheminement en formation à distance. Le nouveau cheminement applique une formule pédagogique qui repose sur l'auto-apprentissage de l'étudiant. C'est appuyé par des séances en classe virtuelle, mais aussi par divers outils qui permettent l'apprentissage de l'étudiant, l'auto-apprentissage par l'étudiant. Cette formation permet aux habitants de plus loin dans les régions à travers le Québec de bénéficier de l'enseignement reconnu du département de fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Puis la pandémie a accéléré le développement du programme de formation à distance. Puis à l'automne 2021, le programme de formation à distance pour l'ensemble de la maîtrise en fiscalité a officiellement été lancé à l'automne 2021. Parfait. Et à l'automne 2017, le département de fiscalité a mis sur pied, dans le fond, une concentration spécialisée en fiscalité pour le baccalauréat en administration des affaires, encore une fois unique au Québec, et un micro-programme de deuxième cycle en taxes à la consommation tout aussi unique. Donc, vous pouvez constater que l'enseignement de la fiscalité, ça ne cesse d'évoluer à l'Université de Sherbrooke. On s'adapte aux demandes croissantes du marché. C'est l'évolution de l'enseignement de la maîtrise à la maîtrise et de la fiscalité dans différents programmes là, à l'Université de Sherbrooke. Ça complète notre ligne du temps. Est-ce qu'on a respecté notre... Tout à fait. Parce que là, il faut donner le... Il faut donner l'exemple. On est en avance. Exactement. Donc, il est maintenant temps de passer au panel de nos experts, de leur laisser la parole. Luc et moi, on va s'alterner dans l'animation de ces panels-là. Chaque panel va partir aussi d'une forme de ligne du temps pour présenter les éléments marquants. Ça sera assez rapide, vous allez voir, hein, clignez pas des yeux parce que vous allez manquer une partie du discours très pertinent de ces experts-là qui auront chacun quelques minutes pour parler de leur expérience. Et s'il reste un peu de temps pour chacun des panels, bien, on a quelques questions. Puis on s'excuse à l'avance à nos panélistes si on doit vous interrompre, ce qui pourrait risquer d'arriver, pour s'assurer d'entrer dans les temps puis se rendre au cocktail par la suite. Donc, en deux mots, quels sont nos panels de fiscalistes? Donc, le premier panel, litige et administration fiscale. Donc, nous aurons l'honorable juge Robert Hogan, Diane Benoît et Wilfrid Lefebvre. C'est notre premier panel. Le second panel, impôts personnels et épargne. Là, je ne les nomme pas, mais c'est tous des fiscalistes, là. Donc, Mélanie Beauvais, Yves Chartrand et Nathalie Hott. En décès et planification successorale, nous aurons un tandem cette fois-ci, non pas un trio, Thierry et Luc Martel. Et pour le panel sur la fiscalité corporative, nous aurons Jean-François Tuot, Julie Vézina et Hélène Nathalie Lamontagne. Évidemment, pour quelqu'un qui dirait « Mais coudonc, vous parlez vous parlez trop peu de taxes à la consommation », n'ayez crainte. Dans le dernier panel, Lynn et moi, on va revenir un peu sur les grands changements et on s'est assuré d'avoir la présence de Maurice Arsenault avec nous pour compléter ce dernier tour de piste. Parfait. Donc, on se lance tout de suite avec notre premier panel. Diane Benoît, le juge Hogan et Wilfrid Lefebvre, deux diplômés de la maîtrise, puis une personne qui a été impliquée depuis presque la première heure, hein, la maîtrise en fiscalité. Donc, je lance la parole tout d'abord à Diane. Merci. Alors moi, je vais vous parler de l'année 1991, qui est une année importante pour notre régime fiscal. On a les dispositions d'équité, communément appelées aujourd'hui les dispositions d'allègement, qui ont été instaurées en décembre 1991 par le gouvernement fédéral. Ces mesures avaient pour objectif, entre autres, de tenir compte de l'aspect humain dans l'application et l'interprétation de la législation. Il y avait 4 situations qui étaient visées par ces mesures-là en 1991. Je vais mettre l'accent surtout sur l'une d'entre elles, qui est la deuxième, soit la possibilité d'annuler en tout ou en partie ou renoncer aux intérêts et aux pénalités en vertu du paragraphe 220.3.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'objectif du législateur en introduisant ces dispositions d'équité, c'était d'entre autres d'aider les contribuables qui vivaient des situations difficiles lors de leur contrôle, indépendantes de leur volonté, afin de leur permettre un allègement d'intérêts et de pénalités. Par exemple, un exemple facile, un contribuable qui n'aurait pas pu produire sa déclaration d'impôt à temps
dû à une maladie ou autre chose, bien, peut demander de l'allègement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant 1991, le ministre n'avait pas ce pouvoir discrétionnaire, puis il y avait de nombreux contribuables qui se sont retrouvés dans des situations difficiles dues à des tragédies, des accidents, des maladies, etc. Et on se retrouvait avec des comptes à payer où l'intérêt et les pénalités pouvaient dépasser largement les comptes d'impôts à payer. Et puis, les contribuables se sont trouvés il y a eu plusieurs contribuables dans des situations financières précaires. Ça a donné lieu à de multiples plaintes qui dénonçaient le manque d'équité fiscale. Et l'adoption des mesures d'équité a justement permis de contrer ce manquement à notre justice sociale. Et pourquoi je voulais vous parler de cette mesure spécifique-là, c'est que surtout, présentement, on vit des situations, des catastrophes naturelles. On peut penser les inondations de Baie-Saint-Paul, les incendies. On peut penser à la récente pandémie où il y a certainement des contribuables qui ont été dans des situations très difficiles et j'ose croire qu'ils ont pu ou peuvent encore bénéficier de ces mesures d'allègement parce qu'il y a certainement des contribuables qui ne peuvent pas rencontrer leurs obligations législatives. Donc, pour moi, ces mesures d'équité instaurées en 1991 ont changé la face même de notre système fiscal, l'ont rendu plus humain et c'est des mesures qui, somme toute, m'apparaissent très positives. Merci. Oui, oui, faut que je me dépêche. Tout à fait. Non, tout à fait. Ça va, c'est dans les temps. Il n'y a aucun souci. Je voulais vous parler aussi de l'arrêt Jarvis en 2002. C'est une décision déterminante de la Cour suprême du Canada qui a établi la distinction entre les pouvoirs de vérification et les pouvoirs d'enquête. Impérativement, les façons de procéder à l'interne du côté des autorités fiscales ont dû être modifiées. Par exemple, entre autres, l'arrêt Jarvis a statué que les demandes péremptoires prévues à 231.2 de la loi de l'impôt sur le revenu faisaient partie des pouvoirs de vérification et que les enquêteurs ne pouvaient pas les utiliser. En quelque sorte, cette décision du plus haut tribunal du pays a remis les pendules à l'heure du côté de la vérification fiscale civile. Et la Cour suprême est venue dire que si l'objet prédominant d'un examen, c'est d'établir la responsabilité pénale du contribuable, bien à ce moment-là, on franchit une ligne. Et il doit y avoir un renvoi aux enquêtes criminelles parce que les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés vont s'appliquer. Donc, l'arrêt Jarvis nous a, grosso modo, enseigné que le vérificateur ne doit jamais agir en dehors de son mandat d'établir l'observation fiscale civile d'un contribuable. C'est une décision importante qui a déterminé les balises de la vérification fiscale civile d'une enquête criminelle. Voilà. Merci beaucoup, Diane. C'est parfait, des jalons très importants, je pense, en administration fiscale. Allez-y. Merci. Moi, je vais remonter dans la ligne de temps jusqu'à 1987. À l'époque, j'étais dans mon deuxième année de pratique. J'ai sorti de la maîtrise en 1985. Puis je dirais, à cette époque, il y a eu une réforme fiscale très importante qui était le dépôt d'un livre blanc qui était déposé par le ministre de Finances à l'époque, Michael Wilson, qui faisait partie du gouvernement de Brian Mulroney à l'époque. Cet livre blanc, finalement, apportait deux annoncés très importantes, soit l'introduction d'un nouveau régime sur la taxe sur la valeur ajoutée, et dans un deuxième temps, la règle générale anti-évitement. Et je dirais la deuxième mesure peut-être a eu le plus grand impact sur ma carrière, à la fois comme fiscaliste en pratique privée, ainsi que comme juge maintenant à la Cour depuis une quinzaine d'années. La première mesure visait à élargir la taxe sur la vente, le TPS, si on veut. Il voulait élargir l'assiette fiscale. Et c'était fait dans l'objectif, finalement, de peut-être baisser les taux d'imposition des grandes sociétés ou des sociétés. Et donc, je pense à cet égard-là, la mission était accomplie. La règle générale anti-évitement visait à protéger l'assiette fiscale en interdisant l'évitement fiscal qualifié comme l'évitement abusif. Et donc, les deux mesures ont été froidement accueillies à l'époque. La taxe sur la valeur ajoutée est devenue un enjeu politique où il y avait
une des parties qui disait qu'il était censé l'abolir lorsqu'il serait élu. Et quant à la règle générale anti-évitement, les praticiens dont je faisais partie à l'époque ont fait beaucoup de lobbying pour tenter de convaincre le gouvernement de ne pas aller de l'avant avec cette règle-là, parce que ça créait l'incertitude. C'était contraire finalement à les principes juridiques qui existaient à l'époque, que chaque personne puisse planifier ses affaires pour payer la moindre montant d'impôts. Et deuxièmement, que dans un système d'autocotisation, il faut avoir plus de certitude. Évidemment, tous ces commentaires-là n'ont pas réussi. Le gouvernement était de l'avant avec la règle générale anti-évitement. Une chose qui et j'en sais un peu à l'époque parce que j'étais obligé, j'étais désigné pour écrire le fameux livre Stikeman Rouge à l'époque, qui, quand tu as 2 ans de pratique pour participer à cette rédaction-là, disons, c'est un peu stressant. Donc, j'ai passé quand même de temps à étudier la règle générale anti-évitement. Une chose que j'ai constatée, c'est que rapidement, les praticiens, même si on avait une crainte quant à l'application de la règle, ça s'est vite fait oublier dans les premières années. Et la raison d'être, c'est que les tribunaux ont pris une approche très, très prudente. Excuse-moi. Les tribunaux ont pris une approche très prudente quant à l'application de la règle. Et pourquoi? Maintenant, je suis juge au premier instance et je sais un peu pourquoi. Les juges, surtout de première instance, on regarde qu'est-ce que les autres cours ont dit, quels sont les précédents qui nous lient. Et donc, quand vous êtes en première instance puis il y a de nouvelles règles, par définition, on va agir de façon prudente quant à l'application de la règle. Les praticiens l'argument que les praticiens, et moi-même je faisais partie à l'époque, qu'on a adopté quant à l'interprétation de la règle, c'est l'argument d'exclusion. Si ce n'est pas prévu à la loi, la transaction en question ne peut pas être abusive, parce qu'on a une loi qui est très bien rédigée, avec beaucoup de règles. Donc, si quelque chose ne viole pas directement un texte de loi, mais c'est exclu. Et puis, ça a pris longtemps avant que les cours ont décidé ou ont tranché cet argument. C'est évident que l'argument d'exclusion, ce n'est pas un argument qui est très fort, parce qu'avant que tu arrives à la règle anti-évitement, ta transaction en question doit fonctionner. Donc, si l'argument d'exclusion a gain de cause, ça veut dire que la règle en question ne s'appliquera jamais. Il ne pourra pas... Excuse-moi, je vais le mettre plus près de ma bouche, je m'excuse. La règle en question ne s'appliquera jamais. Donc, évidemment, ça a pris beaucoup de temps avant qu'une cause monte à la Cour suprême. La première cause, c'était en 2005. Donc, 17 ans après la rentrée en vigueur de la règle anti-évitement. Puis c'est la fameuse décision de Trusco, Hypothèque Trusco. Puis la seule chose que cette décision-là a faite, c'est qu'ils ont lancé les balises de comment interpréter la disposition en question. L'argument de l'exclusion n'a pas vraiment été mis de côté dans la décision de Hypothèque Trusco. La seule chose qui était claire, les tribunaux disaient on regarde la substance légale et non la substance économique ou des considérations économiques des transactions en question. Vous avez lancé plein d'éléments de discussion. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont vouloir vous accrocher pendant le cocktail pour en jaser. Oui. Malheureusement, le temps file, puis je veux être certaine de laisser les quelques minutes aussi à Wilfrid. Fait que vous pouvez avoir le mot de la fin. Je surveille. Celui-là est bon. Alors, évidemment, le juge Hogan souligne avec très grande justesse. Je dois vous dire que je continue à pratiquer. Alors, je vais être très poli à l'égard du juge. Que l'année 87 a été pour moi une année importante parce que je suis venu en pratique privée à ce moment-là.
Jusque-là, mes collègues de justice et moi, on soutenait et on avait soutenu, au point en fait de nous époumoner, que l'interprétation de la législation devait se faire à la lumière de son esprit et objet. Nos succès furent très rares à l'époque, avant 88. La raison de ces défaites était simple. Les tribunaux favorisaient alors une interprétation littérale de la loi. Ce n'est que dans des cas très rares qu'une décision en fonction du contexte de la loi était rendue. Une exception pertinente est la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Stursburg, où la Cour a analysé la notion d'une contribution de capital en faveur d'une société de personnes à la lumière de la substance du concept plutôt que la forme que les parties avaient suivie. Encore une fois, le juge Hogan explique de façon remarquable les réserves des tribunaux dans l'application de la règle générale anti-évitement à raison de l'influence de l'arrêt du Duke of Westminster, ce qui avait à l'époque, en fait dire à certains commentateurs que le duc avait immigré au Canada. Une raison additionnelle était peut-être aussi l'absence en common law de cette notion d'abus de droit. Les civilistes sont très familiers avec ce concept, avec cette théorie, mais pour les juristes de common law, essentiellement, il s'agit d'une logomachie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment peut-on posséder un droit et ne plus l'avoir en raison de son abus? Le juge Rothstein, dans Copthorne, a mis les choses au clair. On me pose régulièrement la question à savoir quelles sont les qualités requises pour être un bon fiscaliste à notre époque. J'ai le droit aux plein 3 minutes? Oui. Ah. Oui. Voici mes suggestions. Premièrement, l'intelligence, l'intégrité et le talent sont des évidences. J'ai rarement rencontré des idiots au cours de ma pratique. Soyez curieux. On doit être passionné et avoir le désir d'en savoir plus et de comprendre la raison d'être des différents aspects de la pratique. Très important d'avoir une bonne mémoire. Comme le soulignait le juge Hogan, les problèmes et les questions soulevées sont nombreux et le temps de réponse souvent court. La connaissance et le rappel de la jurisprudence et des politiques gouvernementales est un outil précieux. Être efficace vulgarisateur est essentiel. On doit pouvoir expliquer en termes clairs et simples des notions parfois très complexes aux juges, clients, collègues, amis et familles. Les enjeux fiscaux sont de plus en plus publics. Dans mon cas, l'enseignement a été une aide précieuse. L'accès et la capacité de bien comprendre et faire fonctionner les nouveaux outils de recherche. Je dois vous avouer qu'à cet égard, je ne suis pas le plus futé. La patience et la capacité de faire face à la frustration sont des qualités à développer. La stratégie, comment traiter avec les autorités et la relation avec les clients qui sont parfois difficiles, sont des éléments importants de la pratique. Le sens de l'humour. Prendre la vie avec un grain de sel n'est pas un mauvais conseil. Prendre son travail au sérieux, oui, mais non se prendre au sérieux. Voilà une bonne attitude. Je m'en voudrais de ne pas souligner l'apport important du programme de la maîtrise au développement des fiscalistes et de la fiscalité au Québec. Maintenant, 2 générations ont obtenu leur diplôme. On les retrouve partout, dans les bureaux d'avocats, comptables, industries, gouvernements et même aux universités, où la fiscalité se doit d'être présente. Félicitations aux fondateurs et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à son immense succès. Merci. Il reste 1 minute. Oui. Et je sais que, M. le juge Hogan, vous aviez aussi d'autres éléments. Fait que je vous laisserai cette minute-là. Donc, je me perçois que parler de guerre, c'est trop difficile en 4 minutes. Donc, je vais passer au deuxième sujet qui m'intéresse beaucoup, et c'est la médiation. Quand j'ai rentré à la Cour en 2008, une chose que j'ai commencé à voir, c'est des dossiers qui traînaient. Des dossiers qui traînent. Des fois, on a des dossiers où l'avis de cotisation, ça date de 12 ans. Et je me suis dit, comment c'est possible qu'un dossier traîne si longtemps, finalement? Et j'ai dit, la façon de régler, c'est de forcer la médiation. Et donc, moi, souvent, quand je fais la gestion active des dossiers, je force la médiation, je leur donne des conférences de règlement et finalement, je fais de sorte que les gens viennent à ces conférences-là. Juste pour vous donner des statistiques à cet égard-là, en 2019, l'année avant la COVID, la Cour a fait 180
180 séances de médiation et dont le taux de réussite est à peu près 88 %. C'est quand même une bonne moyenne. Et je parle des très gros dossiers aussi, des dossiers où il y avait des centaines de millions de dollars en jeu. La seule statistique que je note, je donne un exemple entre Toronto et Montréal, si on veut. À Toronto, il y a eu 152 sessions de médiation, donc à peu près 85 % sont réglées. Au Québec, seulement 4 sessions de médiation. Oui, c'est bon, les 4 sont réglés, mais on a beaucoup de travail pour faire accepter et de faire venir les gens à la médiation au Québec. Et c'est un des défis que je me suis donné pour les 10 prochaines années qui me restent à la Cour. Mais je peux dire que pour ceux qui ont participé, Wilfrid en a participé à une des fameuses conférences de médiation, ça fonctionne. Et je pense que, vu les coûts, la semaine dernière, j'étais censé entendre une cause dans une des juridictions au Canada, puis il restait la cotisation, ça faisait 12 ans qu'elle traînait. Puis c'était des gens assez aînés, puis je me suis dit, imagine l'épée de Damoclès qui plane sur leur tête pendant 12 ans, alors que peut-être la cause aurait pu se régler par une conférence de médiation dans les premières années. Donc, je lâche là parce que... Merci. Effectivement, on est à court de temps. Merci beaucoup, mais c'est très intéressant et des sujets dont on peut parler longtemps. Merci. Merci. Alors, on repart avec un autre 15 minutes et 3 autres personnes. J'ai aussi peur que le 15 minutes soit un défi quand je vois Yves et Nathalie. Mélanie, on dirait que j'y fais plus confiance, mais les deux autres. Donc, on va y aller dans ça. On va commencer par Yves. Donc, Yves, tu as compris le principe, 4 minutes, puis il va peut-être avoir des questions. J'ai même parti. Oups, ça marche bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Non. Ça compte pas là-dedans, ça? Non, c'est ça. Là, il est ouvert. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon. Alors, j'ai même mon petit timer qui me dit que le 4 minutes. Alors, je vais vous parler de l'importance de l'indexation dans le régime fiscal, l'indexation à l'inflation, puis qu'est-ce qui s'est passé au fil depuis 1972. Pour les gens, ce n'était pas toujours clair l'importance d'indexation à l'inflation du régime fiscal. Et je vais vous donner une citation du ministre des Finances en 1973, qui était John Turner, qui dit qu'il me soit permis d'abord d'expliquer plus clairement comment surgit le problème. Notre régime fiscal est fondé sur un barème d'imposition progressif. Cela signifie qu'à mesure que son revenu augmente, une personne paie un pourcentage d'impôt plus élevé sur son revenu. Mais l'augmentation du revenu d'une personne peut être réelle ou simplement résulter de l'inflation. En d'autres termes, c'est pas moi qui le dis là, si un homme obtient une augmentation de salaire de 5 %, il n'y avait pas de non-binaire dans ce temps-là et il n'y avait pas de femme, semble-t-il. Et que le coût de la vie est aussi augmenté de 5 %, il détient le même pouvoir d'achat réel qu'auparavant et rien de plus. Le régime d'impôt progressif peut toutefois le placer dans une situation pire qu'auparavant parce que se situe maintenant à un palier d'imposition plus élevé. Ce que je veux faire, c'est d'éliminer de notre régime fiscal cette injustice involontaire. En 1977, c'est Jean Chrétien, qui était ministre des Finances, qui dit notamment « Je ne puis que regretter que l'on oublie trop souvent l'importance de l'indexation. » Dans le document budgétaire, il élimine donc les majorations d'impôts que subirait autrement le contribuable par le double jeu de l'inflation et la progressivité du régime fiscal. Une autre façon de voir ça, parce que quand je l'expliquais à aux gens, il y avait des difficultés à comprendre, c'est quelqu'un qui viendrait te voir et qui dirait « Moi, la hausse du prix de l'essence, ça ne me dérange pas parce que j'en mets toujours pour 10 $. » Vous diriez « C'est un imbécile. Okay? » Parce que vous auriez compris que sa tank d'essence serait de plus en plus vide. Au mesure que l'essence augmenterait, bien, le pouvoir d'achat du contribuable remplaçait ça. C'est la même logique. C'est la façon que j'avais trouvé de l'expliquer. Or, en 1985, le ministre Michael Wilson, pour régler le déficit, a mis fin à l'indexation sur le premier 3 %. Donc, seulement la portion qui excédait 3 % au niveau de l'inflation bénéficiait d'une inflation. Puis je peux vous dire que de 86 à 92, ça dépassait le 3 %. Donc, il négrugeait chaque année. Pour vous montrer l'impact monétaire, c'était 573 millions juste pour l'année 1. Okay? Puis c'est cumulatif. L'année 2, tu es déjà rendu à 1,2 milliard là, parce que tu as l'effet de l'année 1 par rapport à l'année 0.
plus l'année 2. L'année 3 était rendue à 2 milliards. Tu comprends ce que je veux dire? Or, pourtant, le ministre des Finances, Paul Martin, dans les années 95, 96, 97, alors que l'indexation n'était toujours pas revenue, il disait, il faut noter que dans ce budget, comme dans celui de l'an dernier, n'augmentons pas d'1 cent les impôts sur le revenu des particuliers. Ceux qui connaissent mon doigté, ma politesse et ma rectitude habituelle, vous avez compris, je vais fermer ma trappe puis je ne vous dirai pas exactement ce que je pense d'un tel commentaire puis comment ça puisse se ramasser dans un document budgétaire. Or, les seuls qui s'en étaient tirés, finalement, c'était pour la pension vieillesse, parce que la règle d'indexation sur l'excédent de 3 % devait s'appliquer également à la pension vieillesse. Les plus vieux se rappelleront de la fameuse clip que vous avez vue à la télévision. C'était Brian Mulroney qui se faisait dire par une petite madame « Tu nous as menti, Charlie Brown ». Okay? Et Brian Mulroney, et ça va passer à la télévision partout, avait reculé sur la pension de vieillesse. Okay? Mais tout le reste, que ce soit les crédits de TPS, et là je parle juste d'impôts fédéral, hein, parce que l'impôt provincial dans les autres provinces, c'est un pourcentage d'impôt fédéral, donc les provinces... Ah! Je ne sais pas ce que ça signifie exactement. Alors, ça donne une 30 secondes. Oui, mais n'oubliez pas, le micro ne marchait pas tantôt. Donc, on avait publié une étude, Claude Laferrière et moi, Claude qui a également sa maîtrise, on a publié une étude en 1997 sur le sujet, qui a été publiée dans les médias à tour de bras. Et il y a Claude Piché, d'ailleurs, qui nous avait consacré une chronique complète qui s'appelait « L'effet Wilson-Martin », où il expliquait ça en détail et il l'a repris pendant plusieurs années en ligne. Et l'indexation est revenue en 2000 au fédéral et en 2002 au Québec. Or, c'est juste pour vous montrer que c'est la façon la moins transparente de taxer les gens, hein, parce que c'est une taxe silencieuse, la non-indexation. Donc, c'était juste pour vous raconter cette histoire-là. Et j'espère que ça vous a mis ça clair dans votre tête. Là, on va passer à Nathalie et Mélanie qui vont le faire ensemble sur les véhicules d'épargne. Je ne sais pas si c'est plus risqué ou moins risqué. Mais là, je comprends bien, il y a juste Diane qui a respecté son temps, hein, c'est ça? Est-ce que tu peux venir à la ligne de temps, notre ligne de temps, parce que c'est ça le plus important, la ligne de temps. Je ne veux pas vous donner mal au cœur, je n'ai pas vu les autres présentations corpo, il doit y avoir autant de modifications, mais dans l'impôt personnel, l'impôt des particuliers, les épargnes, tout ce qui est en bas, c'est les différents régimes d'épargne qui ont été créés au fil des ans et certains sont restés, d'autres sont disparus, comme le régime d'épargne logement, mais ont réapparu en 2023 sous un autre nom, CELIAP. C'est notre petit nouveau. Il y a le CELI en 2009, le régime d'épargne et le RAP, etc., le régime d'épargne études, ça en fait beaucoup. Donc, Mélanie et moi, on a décidé de plus parler de la réforme des fonds de pension. Moi, j'ai fait ma maîtrise en 91-92. C'est probablement pour ça que je me suis intéressée aux particuliers. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les fiscalistes ne s'intéressent pas aux particuliers, parce qu'il me semble que c'est tous des particuliers. Donc, on va voir avec Mélanie là, un peu plus la réforme des pensions. Mais avant, on va vous passer un petit clip de les années 90, la page suivante, puis le petit clip, s'il te plaît. Imaginez pouvoir vous projeter dans l'avenir. Tiens, je te connais. Je suis toi, 25 ans plus tard. Dans le sud, on passe tous nos hivers ici. On a gagné la loterie peut-être? Mieux que ça, Liberté 55. Seul un représentant de la London Life peut vous offrir Liberté 55. Plus que de l'assurance, c'est un programme financier qui travaille pour vous pour qu'un jour, vous n'ayez plus à le faire. Depuis quand est-ce qu'on se promène en décapotable? Depuis qu'on fait du surf. Du surf? Donc, dans le fond, on a choisi de parler de la réforme des régimes de retraite en 1990. Tu peux passer à la prochaine diapositive. Donc, dans le fond, l'objectif de cette réforme-là était d'inciter les contribuables, les particuliers, à épargner pour leur retraite. Il y avait deux volets, donc il y avait un peu l'équité au niveau fiscal et on est venu également augmenter les plafonds, tant au niveau des régimes à prestations déterminées, à cotisations déterminées, le REER. Donc, on est venu augmenter les sommes qui pouvaient être à l'abri de l'impôt. Donc, on rappelle au REER, on peut mettre jusqu'à 18 %.
Au niveau de l'équité fiscale, c'est qu'on est venu mettre des mécanismes en place. Donc, le facteur d'équivalence est apparu pour que quelqu'un qui avait un régime de retraite à prestations déterminées et quelqu'un qui épargnait à travers son REER ait la même équité fiscale. Donc, il y avait à peu près 18 des sommes qui étaient à l'abri de l'impôt. En fait, ça vient du fameux facteur 9 qui est apparu à ce moment-là. Dans le fond, c'est qu'on voulait refléter, on se disait que quelqu'un qui accumulait une rente de 2 qui était la rente maximale pour un régime à prestations déterminées, si on accumulait 9 fois 2 donc 18 on avait les cotisations nécessaires pour financer cette rente-là. Donc, dans le fond, c'est comme ça qu'on est venu venir gérer l'équité. C'est de là que vient le fameux facteur 9, qui est basé sur des hypothèses de ces temps-là, donc table de mortalité dans le temps, les taux d'intérêt, les taux d'inflation qui datent de la réforme. Donc, j'ai fait un petit exercice étant actuaire également de base. Je ne pouvais pas ne pas faire de calcul. Donc, prochaine diapositive. Donc, je suis allée voir quelques régimes qui sont généreux, donc qui offrent le 2 au niveau de la prestation de retraite, et j'ai regardé la valeur qu'on doit avoir accumulée pour être capable de se payer, dans le fond, la rente qui est fournie par le régime de retraite. Et j'ai comparé pour quelqu'un qui aurait fait la même année de participation, donc j'ai mon 30 ans, mon 35 ans, mais enfin mes deux 35 ans, et qui a cotisé à la place 18 dans son REER pendant ces 35 années-là sur la même base des salaires. Et on voit dans le fond que le fameux facteur 9 n'est peut-être plus équitable aujourd'hui, étant donné les hypothèses, les contextes économiques, les tables de mortalité sous-jacentes, les nouvelles espérances de vie. Donc, c'est là qu'on remarque qu'il y aurait peut-être à se questionner au niveau de l'équité entre les différents régimes de retraite qui existent actuellement. Qui plus est, si tu changes de page, on parle de l'espérance de vie, bien entendu, qui augmente, qui ferait en sorte de toute l'iniquité, mais aussi la planification personnelle. On veut réduire la dépendance à l'État, mais on veut aussi donc encourager l'épargne. Et pour encourager l'épargne, il faut tenir compte de normes qui ont été mises en place par l'IQPF il y a quelques années. Et une de ces normes-là, c'est justement de ne pas se baser sur l'espérance de vie pour calculer notre épargne retraite, mais plutôt la probabilité de survie. Et la probabilité de survie, elle est recommandée à 25 % Donc, on veut pas être 50 % de chance en vie avec plus d'argent pour vivre. On veut être 25 % de chance en vie, mais toujours avec plus d'argent pour vivre. Donc, ça, c'est assez important. L'autre... pour terminer ou conclure un peu sur ce volet-là, avec toute la réflexion, puis on en parle beaucoup, les gens comme Yves, Martin Duprat, les gens qui font beaucoup de fiscalité des particuliers, mais qui font aussi beaucoup de régimes d'épargne, de cette réflexion-là qui s'impose. On en a parlé ce matin, vous en avez presque divulgué nos punchs. La réflexion a déjà débuté avec les régimes publics, hein, le report. Mais maintenant, essayer d'expliquer à quelqu'un que c'est avantageux de reporter sa Régie des rentes, très difficile à lui faire comprendre cet aspect-là. Très difficile à faire comprendre que la Régie des rentes a une valeur, très difficile. Donc, il y a beaucoup d'éducation dans la réforme, tant pour l'équité qu'on a vue, mais pour que les gens comprennent. Je vous invite à réfléchir, là, pour chacun d'entre vous, vous avez des régimes de pension. Ça vaut combien votre régime de pension en salaire, en chiffres? Est-ce que vous le savez? Donc, ça, je pense que ça a été oublié, puis il faudrait que ça soit ramené. Et dernier point, avant que tu puisses nous poser des questions, revoir certains incitatifs fiscaux. On parlait de revenus garantis, retour d'emploi. Question que j'ai beaucoup, c'est comment je fais pour avoir le supplément de revenus garantis? Je vais vider mon fer, etc. Donc, revoir ces incitatifs-là pour éviter le découragement à l'épargne. On voit en ce moment, c'est ça qui arrive, là. Donc, voilà. Bien, merci. Si je peux juste me permettre un point. Là, nous, on a axé sur la réforme de la pension, mais vous avez vu le graphique. On s'est quand même amusé à ressortir tous les types de véhicules qui existent. Puis on avait même fait l'exercice, mais on manquait de temps, de faire une famille qui avait un enfant qui voulait cotiser au REER, au CELI, ouvrir un R3A. Il y avait le CELIAP aussi. Puis on essayait de voir le pourcentage d'épargne que ça pouvait représenter sur son revenu net si on voulait maximiser tous les types de véhicules. Puis on avait, selon les revenus, d'un fois du 60 % du 50 % pour quelqu'un qui veut essayer. Donc, il y a des choix également à faire, surtout les véhicules qui sont présents. Et en plus, il faut penser à la retraite. Donc, ça implique beaucoup
il y a beaucoup d'informations dispersées, donc il faut aider les gens, il faut les éduquer. Donc, c'est un peu ça qu'on voulait vous amener. Bien, puis, quand on regarde tous ces véhicules d'épargne-là, je n'osais pas vous la poser la question, mais vous l'avez tellement ouvert la porte. Est-ce que vous pensez qu'il y en a trop? Ou est-ce qu'ils devraient être mieux coordonnés entre eux? Je pense que c'est plus ça. Il y en a, ils ne se coordonnent pas. Juste où je mets mon dollar d'épargne. Est-ce que je le mets dans le régime d'épargne études? Est-ce que je le mets dans le RIR? Est-ce que je le mets dans le CELI? Et ce qu'on n'a pas mis ici, c'est tout le volet placement, ce qui est offert comme placement. Donc, je pense qu'il y a de l'éducation à faire. Et il y a toute une planification. Il y a vraiment... il faut se pencher à ce niveau-là. Il y a le dépôt aussi, je ne sais pas si tu veux en parler, le beau petit courriel que tu viens de nous envoyer, parce qu'on parle beaucoup du fer, puis le minimum fer, premièrement, le RIR, on est obligé de le transférer en fer à 71 ans, donc commencer à retirer trop tôt, les sommes s'épuisent trop vite, etc. Donc, il y a un dépôt de la Chambre des communes d'un rapport. Il y a une réflexion. Une réflexion. Bien, ils ont dit qu'elle allait vous écouter. Mais encore là, la suggestion globale, c'est de reporter la conversion du RIR à plus tard. Tu laisses-tu 30 secondes à Yves? Je vais oser quelque chose, même si c'est hyper dangereux. Yves? Oui. Après 40 ans de carrière, une anecdote? Oui, j'en ai une, puis ça rapporte directement avec la maîtrise. Puis ça rapporte avec, tantôt, j'étais content, tu as parlé de Léo Provencher tantôt. Oui. Parce que moi, en 1980, quand j'ai fait application à la maîtrise, j'ai été probablement le dernier accepté. OK? Et j'ai dû passer une entrevue. Ah, je me suis habillé avec mon beau complet, etc. Et je ne suis pas très grand, moi je mesure 5 pieds 6, et je rentre dans le bureau du directeur de la maîtrise, c'était Léo Provencher, et Léo était même plus petit que moi. Alors, il faut le faire. Et il avait un complet bleu marin, pinstripe. J'avais un complet bleu marin, pinstripe. J'avais une chemise blanche, il avait une chemise blanche. J'ai été accepté à la maîtrise. Alors... Pour des raisons vestimentaires. Pour des raisons. Il y a dû voir un peu de potentiel en moi. Mais merci à nos choix de vêtements respectifs. Donc, je voulais compter cette anecdote-là qui est arrivée avec Léo. Merci, M. Provencher. Merci. Merci bien. Je veux juste dire... Oui, merci. Oui, effectivement. Ils sont deux, mais ils n'ont pas 15 minutes, là, parce que je ne veux pas faire de jaloux. Donc, on se tourne vers le panel où on va parler de décès et de planification successorale. Et c'est très à propos. On a 2 générations de diplômés à la maîtrise en fiscalité pour nous parler de ça, puis des gens qui sont très impliqués dans le programme de maîtrise encore aujourd'hui. Donc, je vous laisse la parole pour ne pas empiéter sur votre temps. Oui, tu vas faire un petit rap. Luc, il est dans la première cohorte des finissants de la maîtrise en fiscalité. Il ne le dira pas, là, mais il est plus vieux qu'il en a l'air. On est là pour parler de succession. Personne n'est mort encore. L'idée, c'est toujours de se dire comment est-ce qu'on fait pour transférer notre patrimoine d'une génération à une autre. On a vu différents éléments de la fiscalité. Nous, on a essayé de voir c'est quoi les éléments les plus marquants qui traitent de la planification successorale. Puis on n'était pas allé en mettre un. Puis en fait, ce qui nous a marqué, puis je trouve que la présentation de juste avant marquait ça aussi un petit peu, ce qui nous a surtout marqué, c'est la quantité de changements législatifs auxquels les fiscalistes doivent s'adapter tout le temps. Alors d'abord, on peut remercier le législateur pour nous donner à tous de la job, vous permettre d'avoir toujours plus d'étudiants puis de finissants, puis de financer les universités. Alors grâce aux changements fiscaux, les universités sont de plus en plus riches de savoir et des frais de scolarité. Mais je ne sais pas si notre ligne du temps est là. Oui. Alors, on a résumé ça. Nous, on a regardé 4 grands volets qu'on trouvait qui touchaient la planification successorale. Le premier, c'est l'impôt sur le gain en capital puis les variations de l'inclusion du gain en capital dans le revenu au fil des ans, qu'on a mis en relation avec la disponibilité ou pas d'une déduction pour le gain en capital. On voulait aussi parler des droits successoraux, naturellement, on parle de planification successorale. Puis finalement, comme on est toujours dans un contexte de transfert de patrimoine, tout ce qui est les restrictions sur l'impôt sur le revenu fractionné. Alors, notre première date, c'est 71-72. Oui, ça c'est pour moi. C'est mon âge. Oui. En 71, qu'est-ce qu'il y a eu? Bien, comme c'était mentionné avant, il y a eu la commission Carter dans les années qui précèdent, qui aboutit à un projet de loi qui a été déposé en 71. Bon. Ça, c'est... puis finalement, c'est entré en vigueur. Puis le 1er janvier 72, on vivait un nouveau régime fiscal.
Puis, comme c'était le premier jour, le 1er janvier, c'est devenu la fameuse date d'évaluation là, dont on parle souvent, que les gens se trompaient aussi quand ils disent « est-ce qu'il faut que j'évalue mon immeuble ?» Non, la date d'évaluation, c'est le 1er janvier 72. Là. Alors, ça, c'est pour 72. Après ça. En 1985... Ah, ben, un peu, c'est vrai. 72 ramenait le gain en capital imposable. Ça commençait là, en vertu de la nouvelle loi. Okay? On commence là. OK, donc le début de l'impôt sur le gain en capital, c'était 50 %. Donc le taux d'inclusion du gain en capital à l'époque, c'était 50 %. Ça ressemble beaucoup à ce que c'est maintenant. En fait, c'est la même affaire. 85, on a l'introduction de la DGC, la déduction pour gain en capital, qui à l'époque était de 20 000 sur toute immobilisation, mais 500 000 sur les biens agricoles. Puis, déjà en 87, on avait un premier changement, donc la déduction sur toute immobilisation passait de 20 000 à 50 000, puis augmentait peu de temps après à 100 000. Puis pendant longtemps, là, les gens ont connu, pas moi, j'étais petit à l'époque, mais il y avait une déduction de 100 000 disponible sur plusieurs types de biens. Prochain changement, c'est en 1988. Puis là, en 88, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a changé le taux d'inclusion du gain en capital dans le revenu, qui est passé de 50 % à 2/3. Là, naturellement, c'est un changement majeur. Alors, tout le monde s'est mis à revoir. En fait, j'assume que tout le monde s'est remis à revoir sa façon de traiter son revenu dans la vie, comme le gain en capital devenait imposable à un taux plus élevé. Mais, à peu près au même moment, on a aussi introduit la déduction pour gain en capital sur les actions admissibles de petites entreprises. Donc, on avait les biens agricoles, on a ajouté les actions admissibles de petites entreprises. En 88 aussi, là où les contribuables subissaient à la fois l'imposition du gain de capital et des droits successoraux à leur décès, là, les droits successoraux ont été abolis pour les successions qui s'ouvraient à compter du 27 mai 88. Alors, on était au moins libérés des droits successoraux, mais il nous reste encore le gain en capital. Puis là, en 90, c'était la période sombre des gens riches. Le gain en capital était maintenant taxé aux 3/4, 75 % du taux d'inclusion du gain en capital. Puis ça a été une période sombre pendant une bonne dizaine d'années. Puis en 94, moment intéressant, on a abrogé la fameuse déduction de 100 000 sur tout bien. Alors, c'était le moment où tout le monde se dépêchait d'aller déclencher du gain en capital sur une de leurs immobilisations pour pouvoir profiter de cette exemption-là qui cessait d'exister. En 95, c'était à compter du 27 avril 95, les actionnaires entrepreneurs actionnaires perdaient la possibilité de pouvoir créer une perte en capital aussi importante que l'assurance vie qu'ils avaient pu prendre dans leur société pour payer leur succession, payer leurs actions. Parce qu'avant cette date-là, il était possible, si j'avais une assurance de 5 millions qui me donnait un CDC de 5 millions, de réduire ma perte en capital sur mes actions, de réduire mon gain de capital sur mes actions de 5 millions. À compter du 27 avril, on a perdu ça. Ça a été réduit avec les nouvelles règles de minimisation des pertes. Maintenant, le plus qu'on peut aller chercher, c'est une moitié de perte. Mais il y a eu les droits, les règles grand-père. Grand-père, c'est les droits acquis pour ceux qui étaient actionnaires au 26 avril 1995, continuent de bénéficier de ce traitement-là. Il faut faire attention de ne pas le perdre. Ou, s'ils n'étaient pas actionnaires, il y avait une police d'assurance vie dans leur compagnie qui était en vigueur au 26 avril 1995. Et puis, donc, ces deux catégories de gens-là sont grand-périsés. Ils peuvent continuer de bénéficier. Il y en a de moins en moins, là. Mais il y en a encore. Oui, puis quand on en trouve, il ne faut pas les manquer parce qu'on leur fait perdre des droits, très importants. En 2000, le lobby des gens riches a été vainqueur et le taux d'inclusion du gain en capital est passé successivement dans l'année de 75 % à 2/3 à 50 %. Puis là, il est depuis ce temps-là à 50 %. En 2000 aussi, comme les planifications successorales étaient fréquentes et puis les gens commençaient à fractionner avec leurs enfants pour payer moins d'impôts, est arrivé l'acquit des taxes. Parce que là, à un moment donné, le gouvernement a trouvé que c'était abusif de profiter de tous ces enfants pour fractionner les revenus. Alors, ils ont dit dorénavant, si vous envoyez des revenus à vos enfants mineurs, ben, ils vont payer le taux, ils vont s'imposer au taux maximum dès le premier dollar de ce que vous allez leur allouer. Alors, ça a un peu freiné le fractionnement de revenus avec les mineurs.
En 2006, un changement important, on a ajouté les biens de pêche aux biens admissibles à la déduction pour gain capital. Donc, on a maintenant les biens agricoles, les biens de pêche et les actions admissibles de petites entreprises. Puis, c'est en 2007, l'année suivante, que le montant de déduction pour gain capital est passé de 500 000 à 750 000. En 2006 aussi, la maîtrise en fiscalité a diplômé l'un des meilleurs fiscalistes de ta génération. Qui est assis à côté de moi. Après ça? 2011. Le revenu fractionné, l'acquis des taxes, est étendu maintenant non seulement aux revenus, mais aussi aux gains en capital, pour les mineurs, toujours. 2014. Donc, 2014, c'est l'année où le montant de déduction pour gain capital disponible est passé de 750 à 800 000, puis l'année suivante commençait à être indexé au coût de la vie. Donc, dès 2015, là, on voit que le montant de déduction pour gain capital était passé à 813 000, puis là, depuis ce temps-là, à chaque année, ça monte un petit peu, puis on peut en prendre plus. Puis, en 2015, c'est un changement très important pour tous les agriculteurs puis les pêcheurs. Le montant de déduction pour gain capital, pour eux, était passé déjà à 1 million de dollars. On est rendu où, là? 2018. 2018, bon, on est toujours dans la fameuse imposition du revenu fractionné. Là, maintenant, c'est plus seulement les mineurs qui sont visés, on vise même les majeurs. Alors, mais pour simplifier les choses, le gouvernement a créé toutes sortes d'exceptions, puisqu'il punissait même tout le monde. Alors là, on est tombé avec des actions exclues, des entreprises exclues, des montants exclus. Et puis, en tout cas, pour simplifier les choses, la loi est devenue presque illisible, là, mais on s'y habitue. D'ailleurs, juste un petit rappel, le 20 septembre 2017, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le 20 septembre 2017, c'est le 100e anniversaire de l'adoption de la première loi sur le revenu au Canada. Et puis, ça prenait à peu près une journée pour ceux qui lisent lentement, parce que la loi avait 11 pages. Ça, c'est la loi en 1917. Aujourd'hui, la maîtrise, ça prend 1 an, puis on ne connaît pas encore la loi après passer 1 an à l'étudier. Alors, on voit que le législateur s'est amusé. Oui, puis il nous reste une dernière année qui était, qui est maintenant. On se dit, mais on est rendu où maintenant? Bien, déjà maintenant, la déduction pour gain capital est rendue à 971 190 $. Puis, on s'attend à ce que l'année prochaine, elle arrive à son plafond d'1 million. Puis là, bien, l'avenir nous dira ce qui s'en vient pour la planification successorale. Alors voilà, c'était notre marathon de date. J'en profite parce qu'il nous reste 1 minute. J'ai vraiment envie de profiter de votre présence parce que vous faites partie de l'équipe d'enseignants de la maîtrise en fiscalité, puis ensemble, vous cumulez un nombre impressionnant d'années d'enseignement. Que retenez-vous de toutes ces années d'enseignement-là, dans l'évolution aussi de l'enseignement de la fiscalité dans le cadre de la maîtrise? Ah bien, moi, j'ai toujours, encore aujourd'hui d'ailleurs, de voir tous ces jeunes allumés assister à des cours, puis je vois que les nouvelles méthodes de la maîtrise aussi portent profit parce qu'ils aiment beaucoup les mandats, puis travailler. Alors, moi, je suis peut-être un peu dinosaure, j'aime mieux les cours magistraux, mais eux autres, ils aiment mieux les capsules, puis les Je pense que ma retraite ne sera pas très loin. Un point à ajouter, Thierry? Ah non, mais moi, je peux juste dire que je suis vraiment satisfait d'avoir fait ma maîtrise parce qu'encore maintenant, on finit par se spécialiser, on n'a pas le choix dans un petit domaine. Puis toutes mes connaissances générales que j'ai de la fiscalité me viennent de mes différents cours. Là. Je vois plein de professeurs que j'ai eus ici, là, puis j'ai encore souvent leurs paroles en tête. Quand je croise une situation fiscale, je me dis « Ah oui, c'est vrai, Maurice Arsenault, il m'avait dit ça sur les crédits pour intrants. » Puis c'est ça, j'en fais des cauchemars. Merci beaucoup. Alors, nous voilà rendus au prochain panel sur la fiscalité corporative. Alors, dans l'ordre, Jean-François, Julie et Hélène Nathalie. Vous avez compris le principe, un petit 15 minutes de partie. C'est bon, donc bonjour à tous. Le premier élément, évidemment, quand on parle de fiscalité corporative, la première chose, c'est les taux d'impôt. Donc, si on regarde l'évolution, si on part à partir de 1970, le taux d'impôt corporatif était à 53 %. Et ensuite, il a commencé sa descente. De 86 à 91, il a atteint 35 %.
puis depuis 2020 à 26,5 %. Donc, cette baisse-là progressive des taux d'impôt corporatifs, bien, c'est sûr que ça a une incidence sur un paquet d'éléments. Et le premier élément, bien, on peut penser évidemment au taux d'imposition des dividendes, qui est corrélé de façon, lorsque les taux d'impôt corporatifs baissent, évidemment, le taux d'impôt sur les dividendes augmente. Et ça a un paquet d'instances pour nos sociétés privées, dont, entre autres, lorsqu'on a déterminé le mix rémunération, salaire, dividende, bien, il a évolué au fil des années. Moi, quand j'ai commencé ma pratique en 1994, bien, il était fréquent qu'on déclarait un boni à l'actionnaire lorsque la société réalisait un profit en haut de la DPE, donc même qui était à 200 000 à l'époque. Donc, même si l'actionnaire n'avait pas besoin de fonds, compte tenu des taux d'impôt corporatifs et de la fiscalité qui se rapportait lorsqu'on sortait les sommes au niveau de l'actionnaire, bien, il était plus rentable de déclarer un boni, donc de ramener le revenu à 200 000, et ça même si l'actionnaire n'avait pas besoin de fonds personnellement. Alors qu'aujourd'hui, bien évidemment, avec un taux à 26,5 et même plus bas si la société a le droit à DPE, bien, lorsque l'actionnaire n'a pas besoin de fonds, bien, on laisse les sommes s'accumuler dans la société. Au niveau de la baisse donc, des taux d'impôt corporatifs, une autre instance, c'est dans le cadre transactionnel. Donc, souvent, lorsqu'on a hésité entre une transaction achat d'actions, achat d'actifs, bien, un des premiers éléments qu'on calcule, c'est de dire, bien, j'ai une base fiscale. Donc, c'est quoi la valeur de cette base fiscale-là? Puis, on actualise les économies d'impôt dues à l'allocation du coût en capital. Bien, c'est sûr que lorsque mon taux d'impôt est à 53 bien, ma base fiscale a plus de valeur que lorsque les taux d'impôt se retrouvent à 26,5. Un autre élément, bien, comme on mentionne tantôt, le rapport d'impôt dû à l'incorporation. Donc, on a parlé beaucoup au fil des années des professionnels qui se sont incorporés. Bien, c'est sûr qu'avec un taux d'impôt corporatif à 53, peu intéressant de transférer des revenus dans une société, alors que lorsqu'il est à 26 ou même plus bas à cause de la DPE, bien là, il y a un avantage à l'incorporation dû au report d'impôt. En plus de la baisse des taux d'impôt corporatif, bien, il y a eu un élément important, c'est à un moment donné, il y avait la taxe sur le capital. Donc, lorsqu'on faisait de la planification au niveau corporatif, bien, l'élément taxe sur le capital pour les sociétés qui avaient un lourd endettement ou des capitaux importants, bien, c'était une planification standard qu'on regardait comment réduire la taxe sur le capital, mais cela a été aboli là, progressivement à compter de 2007 à 2011. Donc, ça, c'est le premier changement. Deuxième changement, en 1980, est apparu le paragraphe 55.2. Donc, évidemment, qui vise à éviter la conversion de gains en capital en dividendes déductibles à 112. Puis avec l'arrivée du paragraphe 55.2, bien, il est arrivé le calcul de revenus protégés, les règles de Robertson et toutes les décisions qui sont venues interpréter le concept de revenus gagnants. Aussi les réorganisations papillons qui ont évolué au fil des années et qui est venu à un moment donné certaines restrictions par rapport aux transactions papillons. Puis le paragraphe 55.2, bien, il reste un incontournable là, dans les réorganisations corporatives, puis d'autant plus qu'en 2015, lorsqu'on est venu élargir son application, bien, à chaque fois qu'il y a un dividende qui est versé à une société, puis que c'est un montant important, bien, on a à se questionner, est-ce que le paragraphe 55.2 s'applique ou ne s'applique pas? Donc, je pense que c'est un changement important qui est arrivé dans la loi. Puis le dernier changement, rapidement, on a parlé de déduction pour gain en capital tout à l'heure, mais lorsqu'on regarde la fiscalité corporative puis au niveau des actionnaires, bien, c'est sûr que dans le cadre transactionnel, d'accéder à la déduction pour gain en capital, bien, ça reste un élément clé dans la planification, la mise sur pied de fiducie dans le but de multiplier la déduction pour gain en capital. 84.1, l'iniquité entre un transfert en faveur d'un membre de la famille versus un tiers. Donc, ça reste, je pense, un changement important. Donc, c'était les trois changements. Luc, merci. Allez, Julie. Je vais mettre ça comme ça. Vous m'entendez? On m'a demandé aujourd'hui de vous parler de la fiscalité internationale, ma préférée, avec ses millions de changements depuis les 50 dernières années. Je vais commencer rapidement par vous parler de la réforme de 72, parce que tout part de là, les balbutiements, les débuts du régime des sociétés étrangères affiliées, avec le concept de société étrangère affiliée, de FAPI, ou en français, revenus étrangers accumulés tirés de biens, les comptes de surplus exonérés et imposables. Donc, ces règles-là ont été proposées aussi loin qu'en 72. C'est quand même incroyable quand on y pense avec tout ce que ça représente et qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, ont été proposées, commentées, modifiées pour venir finalement en vigueur en 76. Après 76, des tonnes de changements encore, une évolution
constante des règles. En 1995, un gros coup encore avec l'élargissement de la notion de revenus étrangers accumulés tirés de biens pour aller chercher, taxer sur une base courante les revenus de sociétés étrangères affiliées de type passif. On élargissait les activités visées. 1997, je ne pouvais pas ne pas parler de l'introduction des règles modernes de prix de transfert. Hein. On passait du principe de l'établissement des prix entre personnes liées avec le principe de la raisonnabilité vers le principe de la pleine concurrence. Gros changement. On appelait ça les règles modernes de prix de transfert, mais là, vous savez que ça fait quelques jours que le département des Finances a annoncé qu'on tombe en consultation pour la réforme des règles canadiennes de prix de transfert. Donc, on veut les moderniser, nos règles modernes. Donc, ils n'étaient pas assez modernes là, en 1997. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Il faut les fournir avant la fin juillet. Hein? Le département des Finances tente de répondre un petit peu à l'arrêt de la Cour fédérale d'appel de Cameco et de délimiter, expliquer, préciser mieux un principe aussi gris que celui de la pleine concurrence. 2007, j'en parlerai pas longtemps, mais ça a eu un gros impact. Moi, je travaillais en fiscalité internationale à cette époque-là, puis le 5e protocole, l'amendement à la Convention Canada-US a fait beaucoup jaser, beaucoup écrire, beaucoup de changements importants dans la Convention, dont notamment tout le revampage de la clause LOB, puis la possibilité pour le Canada de s'en servir, parce qu'avant, c'était juste les Américains qui pouvaient s'en servir pour refuser les bénéfices du traité aux résidents canadiens. Donc, un gros pas. L'implantation aussi des procédures d'arbitrage pour désengorger, faire avancer les autorités compétentes et les forcer à aller en arbitrage si ça n'allait pas assez vite. 2 exemples parmi d'autres. Il y a aussi la notion de service PE, donc l'établissement stable créé du fait qu'on rend des services dans l'autre État pour une période de plus de 183 jours pour plus de 183 jours sur une période de 12 mois. Gros changement aussi dans la Convention. Quoi d'autre que j'ai mis? 2011. Introduction de nouvelles règles, encore raffinement du régime des sociétés étrangères affiliées avec les concepts de surplus, mais aussi introduction de nouvelles règles, les règles sur les prêts en amont. C'est quoi ces règles-là? Je ne sais pas si vous en rappelez, vous les utilisez probablement pas mal, vous autres aussi, mais toutes des règles qui font en sorte de désinciter les sociétés étrangères à prêter au Canada au lieu de verser un dividende, quand le dividende, lui, aurait été en partie imposable au Canada. Donc, on vient intégrer ces règles-là pour éviter ces abus-là. Les règles j'ai toujours de la difficulté en français, les opérations de transfert entre de sociétés étrangères affiliées, les FAD rules, les FAD rules en anglais. Bien, des règles aussi qui venaient prévenir des abus dans un contexte plus de sociétés mères étrangères avec filiales canadiennes. On devenait une juridiction holding, le Canada, intéressante pour les pays étrangers. Donc, on transférait les filiales étrangères du groupe multinational étranger sous le Canada pour endetter le Canada, permettre une déduction fiscale au niveau des intérêts, gruger l'assiette fiscale, et puis tout en déclenchant pas beaucoup de revenus imposables. Hein? Les sociétés étrangères sous le Canada versaient des dividendes, des surplus exonérés au Canada. Donc, des beaux changements en 2011. Puis, je peux pas ne pas parler, et là, je ne sais pas si Lynn veut en parler, mais de BEPS, bien entendu. Bing, bang, boom, 2013, BEPS, avec ses 15 actions à la demande du G20. Je veux dire, c'est la réforme majeure en fiscalité internationale. Incroyable qu'on ait pu implanter ça. Lynn va en parler oui, un petit peu tout à l'heure, mais j'étais encore sous le choc, tu sais. Ça fait quand même une couple d'années. Merci. On est maintenant rendu à Hélène Nathalie. Puisqu'on est proche du cocktail, moi, je vais faire ça debout. Parfait, c'est bon. OK, ça, est-ce que ça... Génial. Donc, moi, je vais vous entretenir sur la ligne du temps pour les incitatifs fiscaux. C'est un sujet qui me passionne beaucoup, donc je vais tenter de contenir ça en 4 minutes. 1983, que je vous présente. Avant 1983,
tout ce qui est les outils fiscaux pour stimuler les investissements en R&D, ça date de 1944, à l'époque du Plessis. Alors, évidemment, on parle de 50 ans. 83, la différence, c'est qu'avant 83, c'était une déduction, une super déduction. J'ai une dépense de 100 $, j'ai une déduction de 150. À partir de 1983, c'est le crédit d'impôt qu'on connaît aujourd'hui au fédéral. Crédit d'impôt qui, à ce moment-là, a été instauré dans le budget fédéral où un crédit d'impôt remboursable peut être admissible pour des PME. C'est à ce moment-là aussi qu'on a... Faut que tu approches ton micro. C'est le défi de... Okay. C'est à ce moment-là aussi où l'équipe à l'ARC se sont dotées d'une équipe de scientifiques pour tenter de faire les vérifications. C'est à ce moment-là aussi qu'on a rajouté le DE à la RS, parce qu'auparavant, c'était recherche scientifique. En 83, on a ajouté développement expérimental. Alors, également, la naissance du formulaire T661, 1983. Alors, c'est une année quand même assez importante, charnière. Et au niveau du Québec, ce qui est intéressant, c'est que le Québec, au même moment, a instauré un crédit d'impôt qui, lui, ils ont décidé unilatéralement qu'il était remboursable, et ce, en tout temps. Maintenant, on se dirige fiscalité québécoise en 1996. Alors, je vous rappelle, 1995, il y a un référendum. Alors, gouvernement Parti québécois, 96, Bernard Landry, feu Bernard Landry, crédit de la nouvelle économie. Mais dans un premier temps, en 1996, c'est l'instauration du crédit d'impôt pour la production de titres multimédia qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le Québec est reconnu comme étant une plaque tournante de l'industrie du jeu vidéo. Alors, ce crédit-là niche est instauré en 1996 et s'en est suivi une panoplie, je dirais, une kyrielle de crédits d'impôt remboursables pour les crédits de la nouvelle économie. En bref, c'était, je veux créer une activité économique pour revamper certains quartiers, notamment le quartier Saint-Roch à Québec, qui n'était pas très chic à l'époque, et Griffintown, maintenant qu'on connaît. On va faire des zones, on va donner des crédits d'impôt pour ces entreprises-là, et ça va être merveilleux, ça va être un boost pour l'économie. Alors, c'est 96 à 2000. 2003, maintenant, on met la hache dans tout ça. En 2003, c'est une période où, à ce moment-là, c'est un parti libéral et on décide que tous ces crédits-là, il y a beaucoup de critiques dans les journaux et tout, et on constate que c'est non efficace. Alors, on dit, on arrête tout ça, on abolit ces crédits d'impôt-là, il y a un moratoire et jusqu'à 2013, vous allez pouvoir vous en prévaloir, mais après, c'est terminé. Ensuite, en 2008, qu'est-ce qui s'est ensuivi? Il s'en est ensuivi qu'il y a eu une commission Robert Gagné, auquel M. Luc Godbout, ici, à ma droite, a participé. Et cette commission-là, ce qu'ils ont conclu, c'est qu'ils ont dit les crédits de la nouvelle économie, ce n'est pas efficace pour avoir une productivité pour la province. Et ce serait mieux, par contre, il faut poursuivre le virage numérique. On va instaurer le CDAE. Et là, le crédit d'impôt pour le développement électronique a pris jour. Et c'est le crédit que l'on connaît aujourd'hui, qui était temporaire, mais évidemment qui est permanent aujourd'hui. Et c'est le crédit d'impôt qui octroyait des entreprises en technologie de l'information pour qu'elles puissent développer des solutions technologiques qui sont vendues à des entreprises pour qu'elles soient plus innovantes. Après 2008, on se retrouve en 2012. 2012, rapidement, pour nous, en incitatifs fiscaux, c'est la grande noirceur. En 2012, c'est le budget Flaherty où, suite à Jenkins, qui est une autre consultation, il y a des coupures extrêmement importantes qui sont annoncées au niveau du programme de crédit d'impôt à la RSCDE fédérale. Les dépenses en capital ne sont plus admissibles à la RSCDE, la location non plus. Le montant de remplacement diminue de 65 à 55 le taux de base qui est 20 baisse à 15 donc, c'est vraiment des changements extrêmement importants qui font en sorte que l'aide fiscale pour la RSCDE, à partir de ces changements-là, était applicable en 2014, ça a drastiquement chuté. Ensuite, on se dirige... Et 2012, c'est le printemps érable. Vous vous souvenez, les casseroles? 2012, c'est le printemps érable et ça fait en sorte qu'on a eu un gouvernement libéral, Parti québécois pour 18 mois et ensuite, on est tombé 2014. Encore là, les budgets de juin, moi, je les crains toujours. C'est toujours comme il y a souvent des modifications paramétriques extrêmement importantes. 2014, modifications extrêmement importantes. En juin 2014, on est venu couper les crédits d'impôt de 20 paramétrique, parce qu'on a dit on coupe tout de 20 tous les crédits d'impôt remboursables au Québec. Et en décembre, on a dit, on va rajouter une autre mesure qui fait en sorte que les entreprises qui font des réclamations R&D, le premier 50 000 pour les PME ne donnera droit à 0 dépenses et 225 000 pour les grandes entreprises. Prochaine, pour terminer. Donc, 2020, on est plus près de maintenant. Je vous présente seulement deux mesures rapidement. Crédit d'impôt C3I.
c'est juste pour vous dire qu'au niveau du Québec, maintenant, avec la CAQ et le nouveau gouvernement, c'est plus des aides fiscales qui sont ciblées en lien avec des investissements en capital. Oui, encore les crédits d'impôt R&D, CDAE, etc., mais on migre plus vers un modèle différent, notamment refonte du patent box, c'est la déduction incitative pour la commercialisation des innovations, qui fait en sorte qu'on veut aider les entreprises québécoises à commercialiser leur innovation. Et pour ça, on donne une déduction fiscale. Alors, ça fait le tour. Parfait. Merci. Vous avez un petit peu dépassé votre temps, mais Jean-François, je vais avoir l'air de faire du favoritisme. Jean-François semble avoir un petit peu plus respecté. Puis on a fait notre maîtrise ensemble. Puis on a écouté le budget du 22 février 1994. Il y en a qui peuvent se rappeler de la date. Thierry ne semble pas s'en rappeler, mais pour les autres, on semble s'en rappeler. As-tu quelque chose à dire? En fait, oui. J'ai commencé à travailler en 1994, évidemment, après la maîtrise. Puis la première saison d'impôt, Jean-François, on va te mettre sur les choix du 22 février 1994, OK? Et là, on avait pricé ça. Chaque consultation, on vendait ça 350 $. OK? Et donc, on rencontrait le client, puis ensuite, on regardait des biens, puis on analysait ça. Puis j'en ai fait à peu près une centaine durant la saison d'impôt. Fait qu'en un mois, j'avais payé mon salaire. C'est là que j'ai compris que les changements fiscaux, c'est payant. Et on aime ça. C'est bon. Merci à vous trois. Hein? Alors, mon micro est ouvert, c'est moi qui vais introduire Maurice. Alors, on est rendu à la dernière portion, et encore plus. Donc, on n'a pas parlé de politique fiscale, on n'a pas parlé de taxes à la consommation, sauf, il y a quelqu'un qui a parlé de taxes à la consommation tantôt, là. J'étais content, les mots étaient nommés. Donc, c'est Robert, le juge Robert Hogan, il a parlé du budget de la réforme Wilson. Et donc, on va donner la parole à Maurice pour parler un peu des taxes à la consommation, toujours cette mal-aimée des taxes. Donc. Par la suite, Lynn va prendre le relais de Julie pour va parler de BEPS, puis moi, je vais conclure sur la notion de réforme fiscale. Bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer en 87. L'honorable juge avait souligné. D'abord, historiquement, là, au Canada, il y avait la taxe de vente fédérale qui était imposée au niveau du fabricant. Cette taxe-là était décriée. Ça avait été imposé lors de la Première Grande Guerre. Puis c'était au mauvais. C'était pas équitable parce que c'était très facile de planifier pour l'éviter. J'ai passé les premières années de ma carrière évidemment, la taxe de vente fédérale s'appliquait sur le prix du fabricant, le prix de vente du fabricant. Alors, on visitait les clients, puis on disait, « Hey, on va faire 2 sociétés. Il y en a une, ça va s'occuper de distribution, marketing, toutes les choses. Puis l'autre, elle fait seulement fabriquer. » Puis avec les années, on rapetissait le côté fabrication en disant, « Ah, si le montage est fait dans les magasins. » En tout cas, vous voyez l'idée. Alors, 87, le gouvernement fédéral dit, « On va régler ça. On va avoir, je vous propose 3 options. Et c'est le fédéral qui va appliquer la taxe, puis on va partager les revenus avec les provinces. Donc, soit une taxe de vente nationale, soit une TVA ou une TPS comme on a aujourd'hui, là, mais sur la facture, ou bien soit pas sur la facture cachée. Alors, les provinces ont refusé. Occasion manquée. Occasion manquée, pas seulement parce que les provinces, évidemment, devaient renoncer à leur taxe de vente provinciale. Mais cela aurait réglé le problème. L'autre chose qu'on faisait pour les taxes de vente provinciales, c'est tu vendais en Ontario, mais si tu n'avais pas de place d'affaires en Ontario, tu n'avais pas à percevoir la taxe. Alors, tu avais soit que l'Ontarien mettait son entrepôt à Ottawa ou le Québécois mettait son entrepôt à Hull, puis on ne percevait pas la taxe de la province suivante. On aurait pu corriger ça. On n'a pas fait ça. 89, le gouvernement fédéral agit seul. On annonce la TPS. Petite histoire drôle là-dedans, parce qu'il y a eu le comité des finances, ça a été analysé, les gens venaient faire des représentations, puis là, j'ai vu des gens dire, nous, on va être exonérés. Puis là, les gens du comité des finances disaient, bien, c'est parce que là, vous êtes détaxés, c'est pas mal plus avantageux, vous savez. Non, nous, on veut être exonérés. Et les autres, ils ne voulaient pas payer la taxe, mais ils n'avaient pas compris tout à fait le système. 91, entrée en vigueur de la TPS,
la constitutionnalité a été contestée, la Cour suprême a confirmé la constitutionnalité, donc c'est réglé. En 90, au symposium du CICA, un des sujets était: est-ce que les fiscalistes en taxes à la consommation ont encore un avenir au Québec? Au Canada, je devrais dire, parce que c'était ce symposium. Évidemment, là, certains avaient dit, non, ayez pas peur. Les fiscalistes, là, les bureaux de comptables en Europe, la TVA, c'est encore aussi gros que l'impôt. Le nombre de fiscalistes, puis le bureau, ça fait qu'inquiétez-vous pas. Il avait raison. 92, première province à s'harmoniser, le Québec. Quelle surprise! Mais le Québec a été astucieux, parce que les conditions pour l'harmonisation, 1, le Québec conserve sa TVQ. 2, le Québec administre la TPS au Québec. Alors, c'est formidable. Félicitations. Évidemment, cette loi-là, fallait confirmer sa constitutionnalité. Une petite chose, c'est que le Québec, comme les provinces ne peuvent pas imposer une taxe indirecte, le Québec, dans sa première mouture, la loi permettait... il n'y avait pas de taxe si c'était acheté à fin de revente, parce qu'on ne peut pas imposer une taxe indirecte. Alors là, les autres provinces n'avaient pas fait ça, ceux qui avaient rédigé des projets de loi. Alors, on est allé devant la Cour suprême. On a confié à un avocat québécois que j'aime beaucoup la tâche de représenter ceux qui critiquaient ou qui disaient que la loi était inconstitutionnelle. Et puis, il a vaillamment combattu et perdu son dossier. Il est ici, en avant. Et puis, moi, quand je lis ça, je pense que Wilfrid, moi, j'y aurais donné raison. Mais aujourd'hui, je crois que la loi a subi tellement d'amendements que si Wilfrid allait retourner plaider la cause, ça serait peut-être jugé inconstitutionnel. J'aimerais ça. Écoutez, en passant, 1994, il y a eu des choses parce que M. Chrétien, après, a été élu, puis lors des élections, il avait promis d'abolir la TPS. Et il l'a promis, puis il ne l'a pas fait, mais il a créé un comité d'études, puis là, le comité est arrivé avec la proposition de cacher la TPS dans les prix. Ça n'a pas marché, on ne l'a jamais fait, puis bon, ben, c'est de la petite histoire. Après ça, ça défile un peu. 97, 3 provinces maritimes s'harmonisent. 2006, gouvernement conservateur, je ne comprends pas, diminue le taux de la TPS de 7 à 6 2008, diminue le taux de 6 à 5 Tu sais, vous avez une taxe, vous êtes un fiscaliste, vous avez une taxe que déjà les entreprises paient la taxe, ils ont leur CTI, ils ne s'en occupent pas trop. Là, si tu diminues ça à 5 c'est épeurant. Enfin, 2010, là, 2 grosses provinces s'harmonisent, Ontario, Colombie-Britannique. 2013, Colombie-Britannique quitte le régime, l'harmonisation. C'est un drôle de façon de procéder. Le premier ministre a passé la loi, puis après, il a fait un référendum pour demander aux gens s'ils avaient aimé ça. Écoutez, là, c'est pas... Québec, en 2013, a négocié parce que les autres provinces qui s'harmonisaient, ils étaient payés pour s'harmoniser. Alors là, le Québec chialait, le fédéral a dit « OK, mais tu n'es pas assez harmonisé. » Le Québec s'est un peu plus harmonisé, puis il a eu son argent en 2013. L'île du Prince-Édouard, elle s'est harmonisée en 2013 également. C'est à peu près ça, la petite histoire. Alors, merci, Maurice. Et maintenant, on passe à Adeline. Oui, on s'est astreint nous-mêmes à l'exercice d'essayer de dire quelque chose avec du contenu. Puis là, on a un gros... la table a été bien mise, la pression est haute. Je reviens un peu sur BEPS. En fait, je prends le relais de ce que Julie vous disait tout à l'heure, en fait, parce que je pense que ça vaut la peine de s'y attarder un peu sur cette réforme-là, qui est plus récente, mais quand même qui vient pas mal chambouler de choses. Donc, en 2013, après avoir grandement amélioré, d'une part, l'échange de renseignements, là, donc avant même
tout ce projet-là, l'OCDE s'était attaqué au secret bancaire, puis a réussi à mettre en place une norme d'échange de renseignements automatique sur les comptes financiers, puis à laquelle norme le Canada a adhéré. Mais après avoir fait ça, l'OCDE s'est attaqué en 2013 au phénomène de transfert de profits puis d'érosion de l'assiette fiscale là, par les planifications internationales. Puis avec l'appui politique du G20, l'appui politique qui était requis parce que l'OCDE n'étant pas une organisation politique internationale, donc avec l'appui politique du G20, l'OCDE a tenté d'identifier des brèches dans le régime fiscal international, puis de les colmater, ces brèches-là qui entraînaient des pertes de recettes fiscales là, qui avaient estimé à ce moment-là à 100 à 240 milliards de dollars par année globalement de pertes de recettes fiscales. Ils ont entrepris, Julie l'a évoqué, un programme avec 15 actions. Je ne vous ferai pas l'énumération des actions, ça va prendre 35 secondes dans mon 3 minutes. Donc, mais 15 actions qui étaient ciblées sur ces différentes brèches-là. L'action 15, elle visait à mettre en place un instrument multilatéral pour venir modifier les conventions fiscales. L'idée étant qu'à travers les 15 actions, mais il y avait plusieurs actions qui nécessitaient des modifications aux conventions fiscales bilatérales, puis de le faire de façon individuelle pour chacune des conventions, ça aurait été très long. Donc, l'OCDE, dès 2014, a dit peut-être qu'il serait souhaitable d'avoir un instrument multilatéral, puis peut-être même que c'est réalisable, et ils ont poussé l'idée. Puis c'est effectivement, l'instrument multilatéral est entré en vigueur en juillet 2018. Le Canada en avait fait une priorité dans son budget en 2018 d'adopter l'instrument multilatéral et le projet de loi a été adopté et a reçu la sanction royale en 2019. Sauf que, bon, le projet de loi a été adopté, mais le Canada a émis plusieurs réserves et finalement a adopté ce qui était considéré par l'OCDE comme étant seulement les standards minimums. L'action 1 du BEPS, elle portait sur l'économie numérique. Ça n'a pas donné lieu à des recommandations très, très précises. C'est resté un peu vague sur le sujet. Donc, tentait d'élaborer des alternatives, mais c'était un peu compliqué. Puis les pays se sont mis à adopter de façon unilatérale des taxes sur les services numériques en réaction un peu à ça, parce qu'ils ont dit, bien, si on ne réussit pas à avoir quelque chose multilatéral, on va mettre en place des taxes sur les services numériques dans les pays. L'OCDE, bon, évidemment, il y a eu toutes les critiques et les oppositions des États-Unis, évidemment. Puis l'OCDE a continué à prôner une solution multilatérale, puis ce qui a amené à proposer en 2019 une réforme à 2 paliers pour l'imposition des multinationales. Le pilier 1 vise à revoir les droits d'imposition. Vous en avez probablement tous entendu parler, mais on vise à accorder des droits d'imposition aux pays de marché. Ça s'applique très largement, pas seulement aux entreprises du numérique, mais très largement, mais à un très petit nombre d'entreprises. On vise les très grandes sociétés multinationales. On parle d'un chiffre d'affaires qui excède 20 milliards d'euros. C'est peut-être 100 entreprises, une centaine d'entreprises au niveau mondial là, qui vont être affectées par ça. Et plus de 130 pays ont signé l'entente multilatérale sur ce principe-là en 2021, en s'engageant à ne pas mettre en place une taxe sur les services numériques. Donc, même le Canada, qui a une proposition de taxe sur les services numériques, la suspend en attendant de voir ce qui va arriver. Le pilier 1, toutefois, encore en discussion. Puis au-delà de la réflexion fiscale, là, on voit que c'est la politique internationale qui prend le devant dans ce genre de négociations-là, ce qui ne facilite pas le processus. Et finalement, le pilier 2, qui lui, bon, ça aussi, vous en avez entendu parler, qui est en fait l'impôt minimum mondial de 15 %. Il s'agit de mettre en place cet impôt-là et ça peut se faire de façon unilatérale en prenant les recommandations de l'OCDE puis en mettant ça dans la législation domestique de chacun des pays. Donc, le Canada est en train de regarder ça. Ce n'est pas encore implanté, mais on est peut-être un peu plus près de l'implantation du pilier 1 que du pilier 2. Donc, je conclus en reprenant un peu les mots de Julie qui parlait d'une forme d'électrochoc. Je pense qu'il aurait été impossible de prédire une telle réforme en 2010-11 même peut-être. C'est vraiment en 2012 que ça a commencé, puis 2013, pouf, on a vu l'ampleur et ça n'a fait que croître là, avec la proposition 2019 des 2 piliers. Comme quoi, bien, la fiscalité, ça nous oblige à demeurer toujours alerte, puis qu'il y a toujours place pour des réformes. Tout à fait, tout à fait. Puis parlant de réformes, donc, on va voir apparaître à l'écran les rapports, les commissions qu'il y a eu, si vous pouvez le voir, tu sais.
au cours des 50 dernières années, il y a bien eu quelques réformes fiscales ou quelques propositions de réformes fiscales, dont la fameuse commission, puis là j'hésite à dire la commission Godbout ou le rapport Carter, mais on va dire le rapport Carter. Je pense que la commission Carter a quand même eu plus d'impact. Puis on en a parlé tout au long de la journée, des changements. Donc, Luc Martel qui a parlé de l'arrivée réforme Benson qui suivait le rapport Carter avec l'introduction du gain en capital. Je vais essayer de faire quelques constats. J'en ai, je pense, nommé 5 constats à l'égard de l'idée d'une réforme fiscale. La première chose que je peux dire, je pense, sans trop me tromper, c'est que les occasions de faire des réformes fiscales, des véritables réformes fiscales, sont plutôt rares. Donc, vous voyez, au Canada, là, on a peut-être eu 3 ou 4 en 50 ans passés, donc c'est assez rare. Il faut aussi distinguer la réformette de la réforme. Donc, la réformette, c'est une réforme un peu à la pièce, c'est plus un bulletin d'information, c'est plus un budget qui cherche à corriger un petit problème, alors que la grande réforme, mais c'est plus l'occasion de faire un reset. Bon, Suzy me dit de dire réinitialiser la machine, mais bon, c'est plus une idée comme ça. Donc, les réformes d'importance, réinitialiser la machine, on arrive avec quelque chose de beaucoup plus large, on essaye de faire un tout cohérent, les auteurs s'appuient sur un ou des principes, puis avec une trame porteur un peu là, d'un objectif ou un objectif précis en tête. Le deuxième objectif, puis je pense qu'on l'a dit tout au long de la journée, puis encore Luc Martel indirectement montrant la loi de l'impôt de 1917 versus aujourd'hui. Deuxième chose qu'on peut dire aussi sans trop se tromper, c'est que l'évolution de la fiscalité, tant ici qu'ailleurs, les régimes fiscaux sont plus complexes qu'avant. C'est quoi les sources de complexité? Bien, les planifications des praticiens, l'autorité fiscale qui trouve que la planification est abusive, qui met une patch réactive, des fois rétroactive aussi la patch. Et donc ça amène effectivement un peu de complexité. Il y a le nombre d'interactions entre les mesures fiscales entre elles ou le nombre d'articles de loi entre eux qui se sont multipliés, les interactions. Donc tout ça amène une plus grande complexité. Le troisième élément, selon mon expérience, c'est qu'on doit prendre en compte que si j'avais un conseil à dire à quelqu'un qui veut se lancer en politique puis devenir ministre des Finances, c'est bien plus facile de ne pas mettre en place une mesure fiscale que d'essayer de l'enlever 5-6 ans plus tard. Donc ça, je pense qu'il faut le garder en tête. Ça l'amène, puis on en a parlé dans le premier panel avec Yves qui posait la question, la multiplication des mesures fiscales. Effectivement, les mesures fiscales se multiplient, puis une réforme fiscale, bien, c'est l'occasion de faire le ménage là-dedans. C'est l'occasion d'évaluer si les objectifs sont atteints, si la mesure est encore pertinente et s'il n'y a pas de moyen de mettre fin à des mesures qui sont un peu trop clientélistes. Le quatrième constat qu'on peut faire à l'égard des réformes fiscales, bien, c'est encore une fois la complexité du régime, mais la complexité du régime, je pense qu'on peut aussi dire sans trop se tromper, qu'elle est amplifiée par le fait qu'on a 2 gouvernements, pas toujours coordonnés, qui interfèrent dans la fiscalité en même temps. Donc, on a parlé de gain en capital encore avec Luc Martel. Bien, ça a été ça a évolué de manière coordonnée. Chaque fois que le taux que Thierry disait devenait abusif ou augmentait un peu pour devenir l'enfer des citoyens, chaque fois que le taux évoluait, les provinces, le Québec, le fédéral le faisaient en même temps. Mais peut-être certains vont se rappeler, en 2012, suite aux élections, Hélène Nathalie a parlé des élections au Québec, le Parti québécois arrive et dit « Je veux augmenter le taux d'inclusion du gain en capital, mais là, je suis tout seul. » Et là, on se rappellera que ça a eu quand même, l'agir seul a eu quand même beaucoup de remous. Ça n'a pas été fait pour ceux qui ne sont pas au courant. Et bien, sans vouloir renoncer à l'autonomie fiscale, au contraire, je pense que c'est pertinent, mais ça rend l'obligation d'évaluer la pertinence de chaque geste d'autonomie. Et mon dernier constat, considérant le temps qu'on avait, c'est qu'il faut savoir s'adapter. Et ça, le rapport Carter, en 1966, le disait déjà. Il faut s'adapter. Les enjeux vont changer. L'idée de créer des emplois puis d'aider la création d'emplois, c'est les affaires des années 80, un peu 90. L'investissement, les années 2000. Les changements climatiques, peut-être les années 2020. On verra, mais c'est ça. Les enjeux, donc, changent. Ils peuvent se chevaucher aussi. Puis, le dernier point que je voudrais dire, ma vraie fin, c'est la question de l'incitation au travail. Jacques Parizeau, dans un des documents qu'on vous a montré, il a fait un livre blanc dans les années 80. Il avait déjà détecté qu'il fallait
augmenter l'incitation au travail parce que c'était problématique dans certaines zones. Fait que dans son livre blanc, il soulignait qu'il y avait des zones où aller travailler, puis je l'ai montré dans la première partie aussi, le gain d'aller travailler n'était pas très élevé. 15 ans plus tard, après le livre blanc de Parizeau, les fameuses courbes de la Ferrière-Chartrand, qui ont popularisé le concept de il y a des endroits à la marge où aller gagner un peu plus, c'est pas rentable. Aujourd'hui, les gouvernements en sont conscients, mais le Québec-Canada demeure un des endroits dans le monde où les taux marginaux effectifs implicites sont les plus élevés. Puis là, il faut que je finisse, fait que je vais essayer je ne sais pas si c'est le prix à payer parce qu'on a 2 ordres de gouvernement qui agissent en simultané, comme j'en parlais tantôt, mais je pense que ça, c'est une autre histoire.